Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec 2 bagages de 23 kg et des facilités de paiement en 3 ou 4 fois. Attention, nouvelle offre limitée dans le temps au départ de Paris vers les Antilles ou des Antilles vers Paris pour des déplacements du 1er mai au 30 juin au prix de 606 € avec 2 bagages de 32 kg, voire conditions dans nos agences. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil, au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et après le prélèvement à la source, les impôts font de nouvelles mises à jour cette année. Vous aurez droit à une revalorisation du barème des frais réels et du barème de l'impôt. De nouvelles dispositions sont prises pour les frais de garde des jeunes enfants. Concernant la taxe d'habitation, il y aura un complément déclaratif pour bien distinguer votre résidence principale de vos résidences secondaires. On fait le point avec Jean-Yves Legal, directeur régional des finances publiques. La campagne 2023 vient de débuter. Elle se terminera pour les personnes qui déclarent en ligne le 8 juin et le 22 mai pour les personnes qui déclarent en papier. Il y a des nouveautés qui concernent les mesures relatives au pouvoir d'achat, avec notamment une revalorisation du barème des frais réels pour les personnes qui utilisent leur véhicule pour les déplacements professionnels et une revalorisation également du barème de l'impôt de 5,4% pour les deux. Il y a également des mesures favorables pour les frais de garde de jeunes enfants et également pour l'exonération des heures supplémentaires pour les personnes qui effectuent ces heures. En Guadeloupe particulièrement, nous avons 92% des Guadeloupéens qui peuvent bénéficier soit d'une déclaration en ligne ou soit d'une déclaration automatique. Ce dispositif qui est offert aux usagers permet de simplifier les formalités, de sécuriser également le dispositif de déclaration et surtout, y compris pour les personnes non imposables, de bénéficier très très vite d'un avis d'imposition ou de non-imposition. J'insiste pour les personnes non imposables. Déclarer dans les délais et utiliser le potentiel de la déclaration automatique. Effectivement, il y a une très grosse évolution cette année puisque, vous le savez, la taxe d'habitation sur les résidences principales est supprimée, mais il reste toujours la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce qui fait que l'administration a besoin de connaître qui occupe le logement. Est-ce que c'est le propriétaire occupant ? Auquel cas, c'est la taxe d'habitation sur la résidence principale, elle est exonérée. Est-ce que c'est un bien qui est loué ? Auquel cas, le propriétaire continue à payer la taxe d'habitation. Est-ce que c'est une résidence secondaire non louée ? Dans ce cas-là, le propriétaire continue à payer la taxe d'habitation. Donc cette année, que les usagers ne soient pas surpris, il y a un complément d'obligations déclaratives dans la rubrique « Mes biens immobiliers », gérer mes biens immobiliers, où on doit cocher si on occupe personnellement le local ou si on le loue. Et on indique à l'administration les différents points. Bien entendu, nos services accompagneront les usagers sur ce point également. L'obligation déclarative a une date limite au 30 juin. Et le préfet de région, Xavier Lefort, lui, continue son tour des communes de l'archipel. Aujourd'hui, il s'est rendu à Sainte-Rose, sur le futur chantier du village de la famille. Par la suite, il a effectué une halte sur le port de pêche dont la municipalité entend développer l'activité. Le reportage. Dans mon métier de préfet, je vais à la rencontre des élus, on travaille avec les collectivités, on les aide effectivement à monter leurs projets, on les aide à concrétiser un certain nombre de dossiers. Voilà, donc le rôle de l'État, c'est d'être aux côtés des maires, aux côtés des élus, des conseils municipaux, voilà, pour leur apporter des moyens financiers, des moyens techniques, de l'expertise, de les soutenir dans leurs projets. C'est pas forcément le service de l'État qui sont en première ligne, c'est souvent les élus qui sont au contact de nos concitoyens, et donc il est important que
on puisse venir discuter, venir partager avec les élus leurs projets, voir comment on peut les aider. Le préfet vient nous visiter à Sainte-Rose, donc qu'on puisse le sensibiliser sur les problématiques qui sont les nôtres dans notre commune, et puis l'occasion pour lui de découvrir cette ville pilote du Nord Basse-Terre. Donc c'est l'objectif premier, celui d'un homme d'État. Et puis à côté de ça, comme je vous le disais, faire en sorte que nos projets, ceux que nous avons ici, comme ici même où nous allons construire bientôt une maison de la famille, qu'ils puissent, avec les services de l'État, prendre toute sa part et sa participation. Et puis à côté de ça, le port de pêche que nous souhaitons aussi développer, les entreprises du territoire qui sont aujourd'hui présentes avec nous et sur lesquelles aussi nous souhaitons sensibiliser l'État sur leurs problématiques. Bref, un topo sur la ville de Sainte-Rose, sur ses difficultés et sur ses perspectives. Nous avons simplement présenté au préfet le village de la famille qui va être créé à Sainte-Rose. Un village de la famille qui va permettre de créer une crèche multi-accueil qui va permettre, d'accueillir, ou bien sûr, les enfants de 0 à 6 ans, que ce soit en crèche, avec cette possibilité d'inclusif. Donc ça veut dire que les enfants en situation de handicap pourront être présents. Ça veut dire que les assistantes maternelles pourront avoir un espace pour eux, de manière à accueillir les enfants. Et c'est bien sûr avoir une ludopèque, permettre que nos enfants puissent connaître le goût de l'alimentation et permettre la socialisation de nos enfants. Un reportage signé Michel Depape. Mais Monseigneur Guy Ougou, nouvel évêque de Guadeloupe, est arrivé aujourd'hui. Il est de passage pour prendre ses marques avant de poser définitivement ses valises ici en Guadeloupe. Au programme, des rencontres avec les prêtres, diacres, institutions et associations avec qui il devra œuvrer. On l'écoute au micro d'Olivier Félix. Je remercie la Guadeloupe de l'accueil qui m'est donné et qui est en train de me donner actuellement, pour mes premiers pas en tant qu'évêque nommé arrivant sur ces terres. Donc vraiment un grand merci pour tout ce que je vais vivre pendant une semaine en Guadeloupe, et merci encore de m'accueillir, j'ai envie de dire les bras ouverts. Voilà. Un frère arrive, je connais très peu Philippe, mais ce que je connais de lui, c'est par réputation ou bien par lui-même. On a eu des conversations déjà. C'est que du bonheur, c'est vraiment une belle union spirituelle et puis humaine aussi, tout simplement. On est de la même génération. Et puis je suis content parce que quand on a consulté beaucoup de Guadeloupéens quand même, et de Guadeloupéennes pour le choix d'un nouvel évêque, je pense que Philippe correspond tout à fait à ce que désiraient les fidèles. Après, il ne faut pas trop attendre non plus, c'est pas de la magie, c'est un être humain, c'est un frère d'abord, et donc beaucoup de joie. Depuis le 3 avril, l'annonce a été faite et officielle de ma nomination en tant qu'évêque pour Basse-Terre Pointe-à-Pitre. Donc beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, à la fois des parents et de ma mère en tout premier lieu, de mes frères et sœurs, et tous ceux finalement que je côtoie depuis pas mal d'années dans le diocèse de Saint-Denis, et aussi beaucoup de Guadeloupéens, Guadeloupéennes que je connais. Donc vraiment beaucoup d'émotions et de joie chez moi pour cette nouvelle aventure. Je suis encore administrateur jusqu'au 9 juillet, parce que Philippe n'est pas encore ordonné. Mais en même temps, je vais un peu réduire mes présences. Il y a encore des papiers à signer, des décisions à prendre, mais je les prendrai avec lui. Mais c'est moi qui suis encore officiellement en train de tenir la barre du bateau, le temps qu'il arrive, qu'il s'installe. Pour l'instant, pour lui, l'objectif principal, l'objectif des équipes, c'est son ordination du 9 juillet. Ce sera un beau moment de fête, j'espère. Et voilà, pour moi, je vais gérer un peu en sous-main les choses techniques à gérer. Voilà. Donc je vais venir encore quelques fois en Guadeloupe. Voilà. Je n'aurai pas l'occasion de revenir avant le 2 juillet ou le 9 pour mon ordination. Donc c'est important de passer un moment à la fois court, puisque une semaine c'est court, mais en même temps un peu long. Je vais prendre le temps de rencontrer les uns et les autres. Je ne pourrai pas tout faire et rencontrer tout le monde, c'est pas l'objectif, mais c'est de rencontrer certaines structures et les prêtres et les diacres du diocèse et quelques fidèles du diocèse de Guadeloupe. Et au Gosier, la police municipale part à la rencontre de la population pour crever l'abcès des violences intrafamiliales. L'objectif, libérer la parole pour soulager les victimes. Regardez.
L'objectif de cette rencontre, c'est d'informer et de sensibiliser la population gozirienne, mais aussi toutes les personnes qui auront souhaité venir à cette rencontre sur les violences intrafamiliales. Quelle conduite à tenir, comment identifier ces violences et puis quel comportement avoir, où déposer plainte, comment s'organiser lorsque l'on est témoin ou victimes de violences intrafamiliales, et notamment des violences conjugales. La politique publique concernant, bien sûr, l'égalité entre les femmes et les hommes, effectivement, comprend un volet concernant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et notamment les violences conjugales, les violences intrafamiliales. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes réunis afin, effectivement, de pouvoir discuter, sensibiliser sur ces questions, et notamment dans le cadre des actions qui sont menées avec le CLSPD du Gosier. Aujourd'hui, c'est une initiative du CLSPD de Gosier, donc du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui travaille en atelier thématique. Et aujourd'hui, c'est vraiment la traduction des travaux que nous avons initiés depuis plusieurs semaines pour informer la population sur ce qui existe, sur les dispositifs existants de protection, notamment, et puis sur le travail qui est fait par les acteurs locaux. Parce que on a trop tendance à penser qu'en Guadeloupe, les choses ne se font pas. Il y a des choses qui se font, il y a des efforts qui sont faits. Et c'est aussi la mission du CLSPD que d'être au plus près de sa population. Cette nouvelle ordonnance, effectivement, elle permet de protéger les femmes qui sont victimes de violences. Alors on dit femmes, mais aussi hommes qui sont victimes de violences. Donc quand on dit protéger, c'est vraiment le législateur a tout mis en place pour qu'elle ne puisse pas, pour que celui ou celle qui vient à leur donner des violences, à faire des violences, à commettre des violences sur ces femmes ou ces hommes, qui puissent s'en éloigner. Donc il y a toute une procédure qui est mise en place devant le juge aux affaires familiales, devant le tribunal correctionnel. Il y a des mesures de téléphone d'urgence. Donc toutes ces mesures permettent effectivement de protéger ces femmes ou hommes victimes de violences. Ça me fait dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, puisque au vu des gens qui sont là, effectivement, ça mériterait qu'on ait plus de présence d'associations un peu plus masculines, de façon à ce que les infos soient partagées. Et on se rend au Jardin d'eau à Goyave pour la finale du concours A Green Startup. Les candidats étaient prêts aujourd'hui pour leur ultime présentation devant le jury venu apprécier l'originalité et la faisabilité de leur projet. Le reste en images. Ce concours a pour objectif de démontrer que les agriculteurs sont aussi des chefs d'entreprise et qui peuvent, dans le cadre de leurs fonctions, construire leur entreprise en tenant et en prenant en compte l'innovation. C'est-à-dire la modernisation, adapter leur entreprise au contexte d'aujourd'hui. Et en mettant en place ce concours en 2020, on a souhaité faire appel à l'ensemble des créateurs d'entreprises dans le domaine agricole, à des entreprises qui existent mais qui souhaitent se développer, pour qu'on puisse leur permettre, à travers un projet innovant, les accompagner en créant des prix leur permettant de poursuivre leur développement. Aujourd'hui, sur ce projet, nous allons présenter des plantes médicinales aromatiques à parfum de nos régions avec Naticulture. Mon projet consiste à mettre en place une conserverie autour du pois d'Angole associé au maïs. Donc, c'est-à-dire que je vais planter le pois d'Angole et le maïs, ensuite le transformer dans un laboratoire pour pouvoir le vendre en sous-vide, en bocaux, en farine, mais aussi en congelé. Je dois dire que nous avons eu 120 candidats. Et nous avons choisi avec un jury 16 finalistes qui, depuis hier, au Jardin d'eau, avec 32 mentors, des professionnels de l'agriculture, de l'informatique, du droit. En fait, c'est de comprendre le porteur de projet, comprendre son projet et l'aider justement à sublimer son projet, justement. Parce qu'il doit l'expliquer et il doit le vendre. Donc on dirait ceux qui ont des fois essuyé les plâtres bien avant lui et on donne un petit peu de notre expérience pour éviter qu'ils perdent du temps en fait et pour aider à concrétiser le projet et pour ne pas perdre de temps dans la recherche ni dans le business model. Il y en a qui sont déjà très très évolués donc on n'a pas grand chose à leur apporter, ce n'est que les accompagner sur des questions fondamentales ou sur la position du projet ou le positionnement ou la position marketing.
ou la rentabilité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beau avoir une idée, mais ça doit être rentable. Si c'est pas rentable, l'entreprise ne tient pas la route. Le choix de ce projet, c'est pour montrer toute l'innovation qu'on peut mettre autour des plantes médicinales aromatiques et à parfum pour pouvoir avoir des surfaces rentables et une économie viable. Alors, je trouve que c'est une belle aventure que j'ai commencé. C'est très bien. C'est une belle chose pour pouvoir déjà rechercher les personnes qui ont des projets innovants. Et ça fait un plus pour la Guadeloupe, en fin de compte. Et je trouve que c'est une belle aventure. Il y a 3 ans, 2020, pardon, j'ai pas eu le temps de m'inscrire, donc j'ai connu le concours par la suite. Pour moi, ça a été une bonne occasion cette fois-ci de pouvoir montrer mon projet et de faire développer et connaître ma société. Et à l'heure où je vous parle, la cérémonie de remise de prix suit son cours. On n'a pas encore la liste des lauréats, mais effectivement, le conseil régional a annoncé offrir effectivement le prix de la pépite régionale et donc 1000 € seront offerts à tous les participants au concours, en tout cas tous les finalistes et donc les 16 équipes qui restent en lice. Et peut-être que non, c'est pour 19h30, donc on n'aura malheureusement pas les résultats avant la fin du JT. On en parlera lundi. Et à l'occasion de la Journée de la Terre, les résidents de l'EHPAD Nous Grand Moon à Capesterre-Belle-Eau ont procédé à la plantation d'arbres fruitiers, un jardin thérapeutique qui leur a rappelé de bons souvenirs. Regardez. Au sein de l'EHPAD, nous avons initié la notion de jardin thérapeutique. Une initiative qui a été accompagnée par l'Agence régionale de santé. Et aujourd'hui, dans le cadre de cette action en lien avec le Lions Club, nous formalisons une deuxième partie, à savoir la plantation d'arbres fruitiers dans le cadre de la journée de la Terre qui aura lieu demain. Nous avons voulu, avec les résidents de cet établissement pour personnes âgées dépendantes, d'être là aujourd'hui pour leur permettre de se rappeler leurs souvenirs. Et c'est ainsi que nous sommes venus avec des arbres fruitiers, des plantes médicinales et des plantes aromatiques pour leur permettre de revivre un peu ce moment-là. Et quand je regarde le plaisir, le bonheur de ces personnes, j'avoue que je ne regrette pas que nous soyons ici avec l'EHPAD, avec l'établissement, pour pouvoir organiser cette belle journée. Nous voulions mettre en avant la sensibilisation et bien sûr la mobilisation des résidents concernant le changement climatique et l'environnement. Et dans le cadre effectivement de leur projet de vie, puisque nous avons parmi nos résidents, nous avons beaucoup d'agriculteurs qui dans leurs jeunes années ont planté des arbres. Voilà, donc nous avions à cœur ce projet. Quand je regarde comment elles mettent la main à la terre, comment elles s'organisent, moi j'avoue que en ma qualité de présidente, et puis vous savez que le Lions Club défend entre autres la protection de l'environnement. Donc il était nécessaire que nous soyons là aujourd'hui, surtout comme je le disais, demain c'est le 22, c'est la journée de la Terre, donc on ne pouvait pas passer sous silence ce bel événement. Un reportage signé Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Jean-François Arnolin, président de l'Amical Club d'Arboussier, qui organise avec la municipalité pointoise la 3e édition de En nous mette la Pointe Belle. Bonsoir, monsieur Arnolin. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal+. Bonsoir, Harold. Alors, on est déjà à la 3e édition, donc on peut dire que ça fonctionne bien. Ah ben c'est bien parti parce que c'est une action qui mobilise beaucoup de partenaires, qui mobilise beaucoup de monde et je crois que cette action-là va durer dans le temps. Donc l'idée, c'est de mettre la main à la pâte, tout le monde met la main à la pâte pour nettoyer la ville? Alors tout le monde dit, mais j'aime bien Pointe-à-Pitre. Pointe-à-Pitre est une belle ville d'art, ville d'histoire, etc. Par contre, on a vu effectivement que Pointe-à-Pitre, par rapport, il y a beaucoup de... On a vu de la saleté. Par rapport à l'activité économique, on a beaucoup de déchets et autres. Pointe-à-Pitre produit du déchet. Il y a des habitants, il y a aussi de l'extérieur. Pointe-à-Pitre est une ville-centre. Pointe-à-Pitre reçoit beaucoup de monde, en tout cas toute la Guadeloupe. C'est Pointe-à-Pitre. Hein. Quand on a mal quelque part d'autre, on vient à Pointe-à-Pitre exprimer son désaccord, son mal-être, etc. Donc Pointe-à-Pitre reçoit. Pointe-à-Pitre, c'est une ville-centre. Donc Pointe-à-Pitre, c'est en fait une ville importante pour la Guadeloupe. Hein. C'est sûr. Après... Techniquement, ce n'est pas à la charge de la population, mais bon, les finances étaient au plus bas niveau. Harry Durimel, effectivement, essaie de revoir un peu tout ça. Visiblement, d'ici la fin de l'année, vous devriez revenir à l'équilibre. Mais est-ce que, quand la municipalité reviendra à l'équilibre, est-ce que vous continuerez ce genre d'opération ou bien vous arrêterez ?
c'est bien une action qu'on va faire durer. Hein. D'abord, on ne veut pas déroger aux obligations de la ville. Hein. La ville a ses obligations. Nous, en tant qu'association, nous, en tant que Point 3, etc., nous avons effectivement ce qu'on appelle l'éducation à faire. Hein. On a amélioré notre cadre de vie parce que qui s'allie à Pointe-à-Pitre, c'est aussi nous. D'accord? Et comment faire prendre conscience, si ce n'est pas à travers des actions comme ça, des opérations, où on veut faire prendre conscience, effectivement, la nécessité de soigner son cadre de vie, d'être effectivement acteur de la beauté de son environnement et autres. Donc, on a une première étape sur le nettoyage, mais il y a aussi l'embellissement, il y a aussi rendre Pointe-à-Pitre attractif. Et c'est le rôle des partenaires, en tout cas associatifs et autres, de rendre son quartier beau, d'intervenir dans son quartier, faire de l'éducation, être pédagogique. Donc, c'est une action qui va continuer et c'est pas pour effectivement se déroger par rapport aux obligations de la ville. Hein, Plutôt pour une prise de conscience dans ce cas-là. C'est ça, en fait. Vous avez aussi le programme Plus belle Larry. Donc, vous repeignez un petit peu les façades de bâtiments. Il y a tout cela. Donc, sur cette manifestation, on a mis en place un challenge au plus bel côté, c'est-à-dire un endroit qu'on va voir déjà avant et après, comment on est intervenu, en tout cas, toutes les associations, tous les partenaires, parce que il n'y a pas que les associations, il y a des partenaires qui se sont engagés. Il y a des ESAT qui sont intervenus aussi parce qu'ils ont à cœur de vouloir rendre cette ville plus belle, plus attractive. Donc, c'est tout cela, les institutionnels, les institutions sont là aussi, le conseil départemental et autres. Donc, c'est tout un chacun qui prend conscience, effectivement, que nous devons, à travers cet acte, et qui est unique, parce qu'on n'a jamais vu ça, dans toute une ville, effectivement, engager une telle action éco-citoyenne sur tout le territoire, sur tout le quartier. Donc, c'est vraiment Pointe-à-Pitre et en fait la première ville à faire cette action et qu'on doit effectivement pérenniser, continuer. C'est vrai que c'était sous l'impulsion du maire. Bon, il a été un petit peu raillé au début parce qu'il mettait ses petites combinaisons pour aller au charbon, mais effectivement, finalement, ça a bien pris. Ça prend, et pour travailler avec les associations, pour aller sur le terrain, rendre compte qu'effectivement, faire prendre conscience, parce que, effectivement, comme vous le dites, on entend, mais ce n'est pas notre obligation, on doit ramasser les ordures, on doit faire ceci, on doit faire cela. Mais si on ne prend pas compte, nous disons que nous aimons Pointe-à-Pitre, nous aimons la Guadeloupe, etc. Mais si on ne prend pas conscience, effectivement, qu'il faut la soigner, qu'il faut, effectivement, ne pas jeter les ordures, parce que il y a une manière de penser des fois, on dit, bon, mais il faut que les travailleurs puissent travailler. On va jeter le travail, etc. Il faut éradiquer cette manière de penser et dire que nous ne pouvons pas jeter toutes nos ordures n'importe où, n'importe comment, etc. Donc c'est cette prise de conscience. Et quand on a nettoyé, bon, on est fiers qu'on a nettoyé et qu'on veut maintenir effectivement cet espace-là. Et ce qu'on voit, c'est que effectivement ceux qui ont participé disent aux autres, mais attends, mais il faut prendre soin parce que nous, on a perdu, on était là, on a nettoyé, on a rendu plus agréable en tout cas cet espace-là et qu'il faut maintenir cet espace dans l'état. Donc c'est cette prise de conscience que nous voulons effectivement faire passer au niveau de tout un chacun. Ouais. Et une action qui est parrainée donc par le docteur Henri Joseph. Tout à fait. On a rajouté, vous voyez, on a rajouté encore un petit plus. Un petit plus, d'accord. Il y a un challenge au plus bel côté. Le docteur Henri Joseph, effectivement, qui intervient sur les pois. On sait qu'effectivement, l'apport en protéines, on sait tout concernant les pois, en fait, la nécessité de planter des pois. On ne pas s'affliger des mains qui fait non plus, d'accord, on nous prend devant. Donc, vous allez continuer la politique des jardins partagés sur Pointe-à-Pitre? Tout à fait. On a commencé, notamment dans les quartiers sud-est, sorties sud-est, etc. On va continuer à le faire. Il y a des espaces libérés, donc on va occuper ces espaces-là, les rendre plus agréable, mettre de la verdure dedans, planter des pois et autres, et ne pas faire une opération et demain que ça devient en friche, on retourne sur les mêmes choses. Donc il faut éduquer de manière à ce qu'on puisse prendre conscience que ces espaces-là existent, qu'on peut planter des choses, on peut entretenir, on peut créer des jardins partagés dans les quartiers et autres. C'est cet esprit-là qu'on veut inculquer, en tout cas, à toute cette population. Mais Pointe-à-Pitre, ce n'est pas que les Pointois, mais on invite tout le monde, hein, la Guadeloupe entière, parce que la Guadeloupe, comme je disais tout à l'heure, c'est une ville-centre et qu'il faut que tout un chacun investisse. On dit qu'on aime la Guadeloupe. Nous aimons Guadeloupe, nous pas dit ça tout l'air, mais on aime Guadeloupe. Mais je veux juste dire quelque chose, quand on voit les opérations de collecte d'ordures, etc., je souhaitais que nous Guadeloupe, si nous aimons tant que ça, il faut nous-mêmes investir, nous aussi participer et être là. Donc c'est pour ça qu'on demande à tout le monde, hein, de la Guadeloupe de venir effectivement s'inscrire dans cette action et pour pouvoir rendre la Guadeloupe que nous aimons tant
enfin Pointe-à-Pitre que nous aimons tant, la rendre plus belle. Alors il faut venir avec quoi? On peut venir les mains ballants ou il faut ramener quelque chose? Alors on a prévu de quoi quand même? On a prévu... Tout le matériel sera à disposition. Alors le petit matériel, effectivement, on le met à disposition. Il y a des partenaires qui jouent le jeu, qui mettent, je ne vais pas les citer, en tout cas les socioprofessionnels, qui mettent généreusement des pelles, des camions, des bennes à leur disposition. Vous voyez que ça touche un peu tout le monde, les socioprofessionnels, les associations. Je parlais des ESAT tout à l'heure, les personnes en situation de handicap qui sont venues aussi. Même des écoliers, il y a une école qui nous a dit, mais je vais participer à cette opération parce que cette opération, elle est éducative et permettra aux enfants de prendre conscience effectivement qu'il faut prendre soin, ne pas jeter des ordures, etc. Donc, tout un chacun est concerné par cette opération. Et donc, il faut amener sur son petit matériel. Bien sûr, on fournira du petit matériel. Le gros matériel, on compte beaucoup et on les remercie. D'ailleurs, tous les professionnels, je ne vais pas les énumérer, en tout cas, ils sont plusieurs à dire, mais effectivement, nous voulons vous rendre service. Les institutions aussi, notamment le conseil départemental, Cap Excellence et autres, qui jouent le jeu et qui nous effectivement, mettent du matériel pour cette opération. Donc le rendez-vous, c'est quand? Le rendez-vous, c'est 6h. 6h du matin? 6h du matin. Ce dimanche 23 avril. Directement, on s'en rend sur il y a plusieurs secteurs. On se rend sur les secteurs. Je ne vais pas tous les énumérer. On en a dénombré 10, mais on les connaît. On se rend sur ces secteurs-là. On met en place, il y a une organisation mise en place, il y a un ravitaillement aussi. Nous avons fait qu'on a fait coup de main avant. Nous avons apporté de quoi boire, de quoi manger et autres. On fait comme, c'est un coup de main qu'on nous a fait. Il faut nous retrouver l'esprit là, ça. Des bancs en pâle, des points d'appui à l'occasion, d'accord, et des renouds éco-citoyens. En fait, c'est une action éco-citoyenne pour qu'on puisse prendre conscience effectivement qu'il faut s'investir. Il faut investir. C'est là en fait j'allais dire on s'en sortira en tout cas par ce genre d'action. Effectivement, il y a de quoi creuser sur ce genre d'action. Et on parlait avec d'autres collègues peut-être de mettre en fait une journée de citoyenneté, parce que effectivement on n'a pas ça, mais peut-être on a 7 jours dans une semaine, mais peut-être qu'on devrait consacrer une journée à la citoyenneté tout un chacun pour mener à terme justement des actions, parce qu'on a la force, on a les bras, et si on se met tous ensemble, ça peut être plié très rapidement. Tu fais bien de le dire, parce que lors de nos réflexions, on parlait d'avoir une journée de la citoyenneté. Investir effectivement la démocratie participative, la citoyenneté, de créer. On en a discuté, mais le temps enfin, ne permet pas effectivement dans cela. Mais on y pense et effectivement. Oui, il y aura un cheminement à voir. Il y a un cheminement. Il y a tout un travail à faire dessus et on y arrivera. C'est sûr. Donc, merci beaucoup en tout cas, monsieur Arnolin. Donc, je donne rendez-vous à tout le monde, une dernière fois, 6h matin, dans tous les secteurs. Nous sommes là jusqu'à 12h30. On se redonne rendez-vous après à 13h devant la mairie pour effectivement faire un débriefing. Remercier tout le monde, remercier notre parrain, Henri Joseph, remercier tous nos partenaires pour cette belle opération que nous comptons effectivement nous raconter sur tout le monde. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.